Parfait. Alors, Alors, bonjour à bonjour à tous. tous. Bonjour Dorit, nous sommes très Hello. heureuses d'être ici pour ce nouveau format d'interview animé par Mayer Ashline. Donc aujourd'hui, on va se demander comment on lutte efficacement contre les discriminations en entreprise en 2023. Alors moi, je suis Angèle, journaliste chez Mayer Ashline et je suis accompagnée de ma collègue Lorraine. Bonjour à tous, bonjour Dorit. Donc Lorraine, également journaliste pour Mayer Ashline. Donc c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà croisé Dorit sur LinkedIn parce qu'elle est très engagée contre les discriminations, mais pas seulement sur LinkedIn. On va te laisser te présenter. Yes, hello les filles, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous, vous le savez. Alors, moi, je suis Dorée Naon, je suis créatrice de contenu sur LinkedIn, influenceuse. Je suis aussi, ghostwriter, donc j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise et des CEO qui, sont engagés, sur l'humain. Voilà, moi, c'est mes thématiques, parler de diversité et d'inclusion, de bonnes pratiques de recrutement, de management. Et voilà, comme, vous l'avez dit, j'essaye de partager mes engagements sur LinkedIn sur, Oui. voilà, tout ce qui, finalement regroupe ce pourquoi on est là aujourd'hui, le bien-être au travail, les discriminations, c'est Mm. très important d'en parler. Exactement. Donc super pour cette transition. Alors pour commencer, le Code du travail énumère 20 critères de discrimination, donc on ne va pas tous les citer, ce sera dans Il y en a l'article qui beaucoup. suit, mais il y a par exemple l'âge qui peut être un critère, l'apparence physique, la situation de handicap, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'origine, l'ethnie, tout ça, ça peut faire partie des discriminations et les salariés peuvent les vivre à différentes étapes de leur vie. Donc, de l'embauche jusqu'au renouvellement du contrat, au parcours, à l'évolution dans l'entreprise et jusqu'au licenciement. Donc, la discrimination, elle est punie par la loi. Une entreprise encourt jusqu'à 225 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer et un employeur jusqu'à 3 ans de prison. Alors toi, Dorit, est-ce que tu as été témoin d'une augmentation des discriminations LGBT+. C'est ce que je voulais te demander parce que là, on a eu les résultats de la 3e édition du baromètre LGBT+, qui a été publié par l'IFOP et l'association L'Autre Cercle, qui a examiné pour la 3e fois en 6 ans la situation des salariés LGBT au travail. Et le résultat est quand même assez alarmant. On a un quart des personnes interrogées qui dénoncent notamment des discriminations de la part de la direction. On a un LGBT sur 2 qui n'est pas visible au sein de son organisation, un LGBT sur 4 qui a été victime de discrimination de la part de sa direction, un chiffre en hausse de 6% en 2022 par rapport à 2020, on était à 20%, là on est à 26%. On a 3 LGBT sur 10 qui ont été victimes d'au moins une agression LGBT-phobe dans leur entreprise. Et les chiffres sont en hausse de 4% en 2022 par rapport à 2020. Ils Mmh. atteignent 30% aujourd'hui. Donc, est-ce que toi, tu as pu observer des choses à ce niveau-là, au niveau de tes retours d'expérience en tant qu'ambassadrice du refuge, je précise également? Mmh. C'est des chiffres qui sont alarmants, hein, déjà, c'est, de en plus tu as cité plusieurs rubriques, plusieurs situations, on a de tout, on a de l'agression, on a de la mise au placard. C'est très, très grave en 2022, hein, je rappelle, voilà, c'est d'en être toujours là. Alors de mon côté, j'ai eu, un peu, tous les sons de cloche que tu as cités. Heu D'accord. ce qui vient confirmer aussi tes chiffres, sauf l'agression physique, pour l'instant, je ne l'ai pas eu, mais majoritairement, en fait, ce qui revient, c'est: j'ai eu le courage de faire mon coming out professionnel, ce qui est normal, en fait, hein, finalement, de ne pas avoir à se cacher à son boulot, à cacher son identité et à avoir honte, hein, finalement, de ce qu'on est, de son identité, hein. Il y a aucune raison à ça. Pourquoi nous, LGBT+, on devrait, se cacher, et avoir honte de parler de notre vie privée, alors que finalement, les personnes hétéros en parlent hyper librement et c'est vu comme quelque chose de normal. Et j'ai eu des retours comme quoi depuis ça, effectivement, depuis, ce coming out professionnel, il y a eu un changement d'attitude manifeste de la direction, moins de responsabilités données, moins d'aisance aussi dans les conversations, un petit peu, une politique de fuite. En tout cas, ils sentent qu'au niveau ambiance, ça a changé, la direction interagit plus, pareil. Mmh. Mmh. Je vous avoue qu'avant que, j'ai de la visibilité sur LinkedIn, c'est quelque chose que je connaissais pas et qui, ça m'a choqué en fait d'apprendre ça. Parce que, personnellement, moi, je touche du bois, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Donc forcément, quand vous le vivez pas, vous vivez un petit peu dans votre bulle, Oui. sacrée, où vous dites, bah,
c'est un peu nul, mais si je le vis pas, et si j'en entends pas tant parler que ça, parce qu'on va pas se mentir, to vous avez cherché les chiffres, mais Mmh, autrement, on n'en parle pas. Donc tout à fait. si on le vit pas, si on l'entend pas, on sait pas que ça existe finalement. Sauf Mmh. que c'est une réalité et ouais, non, j'ai trouvé ça assez effrayant. Hem, il y a aussi beaucoup le fait qu'il y a des gens, en fait, qui n'osent même pas s'outer, en fait, hein, même, juste le fait de faire son coming out professionnel, au vu de tout ce qu'ils entendent sur, beaucoup de gens, finalement, qui font passer ça sur l'humour, qui font des blagues, Mmh. font des blagues, Oui, des sous couvert blagues, d'humour, ouais, voilà, Mmh, des décourageant, c'est sûr. par-ci par-là, les et petites l'autocensure aussi du coup. les L'autocensure du coup, des personnes LGBT, Ouais, 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 c'est ça, ils se disent: «C'est même pas la peine que j'en parle parce que je vais me faire charrier, on va me poser des questions». En fait, ils sentent que les gens sont pas ouverts d'esprit, donc voilà, il y a un mal-être, il y a un mal-être. Alors maintenant, passer entre le stade de mal-être et le stade agression, le stade mise au placard et vraiment, changement d'interaction, on oui, va dans des steps, supérieurs là, au niveau de la ouais. gravité aussi, hein. Mmh. Ouais, c'est d'autres degrés, différents degrés, mais ça existe, ouais. C'est vrai que les chiffres, Mmh. ça fait un peu peur. Alors, on a d'autres chiffres aussi, par rapport au sexisme, parce que bon, bah, toutes les discriminations se répercutent dans le monde du travail comme on l'a vu. Et dans le monde professionnel, les chiffres de l'INSEE datent de juillet 2022. C'est devenu le premier facteur de discrimination chez les femmes. Et ce sentiment a presque doublé dans le domaine en 10 ans. Donc, apparemment, ça ne va pas en s'améliorant, ou peut-être que les gens reconnaissent maintenant la discrimination et en parlent plus. Mais en tout cas, le sentiment augmente porté par les femmes et le mot sexiste. Mmh. Et sur le handicap aussi, on a des chiffres qui sont assez édifiants. On a 3 millions de personnes qui déclarent avoir fait l'objet de discrimination au cours de leur vie à cause de leur état de santé ou d'un handicap. Donc, c'est des discriminations qui recouvrent les moqueries, qui recouvrent les mises à l'écart, les traitements injustes ou des refus de droits, pour raison de santé ou de handicap. Les discriminations les plus souvent déclarées selon l'INSEE sont des moqueries ou des insultes. Donc, il y a aussi la question du handicap dont on parle peut-être pas assez, mais un petit peu plus aujourd'hui. Concernant le racisme, on a aussi une étude qui a été menée par l'IFOP qui révèle qu'une majorité des personnes racisées estiment avoir déjà été victimes de discrimination raciale lors de la recherche d'un emploi pour 51% d'entre eux, soit 3 fois plus que la moyenne observée pour l'ensemble des Français qui est de 16%. Et pour beaucoup, ces discriminations continuent tout au long de leur vie professionnelle. Donc, c'est assez aussi. C'est des chiffres qui sont récents et qui sont du coup assez édifiants. Et pour les personnes victimes, mais aussi pour les témoins, parce qu'il y a pratiquement une personne sur deux, donc 42% des personnes actives qui ont déclaré avoir été témoins de discrimination ou de harcèlement discriminatoire au travail. Donc, en grande partie, c'était des discriminations fondées sur l'apparence physique, le sexe et l'origine, du coup. Donc, les cadres, évidemment, n'échappent pas aux discriminations plus que, plus que les autres salariés. Ça touche toutes les entreprises. Et 44% estiment avoir été pénalisés durant un entretien d'embauche. Alors, la première raison, c'est en raison de l'âge, parce que ça peut être À aussi 28%, ouais. un critère discriminatoire en raison de leur sexe ou de leur situation familiale. Alors maintenant, les conséquences de ces discriminations sur les salariés. Toi, Doris, est-ce que tu as eu des retours d'expérience par rapport à ça? Est-ce que les conséquences sont lourdes, du coup, personnellement, pour l'humain et pour les salariés touchés? Est-ce que tu as des exemples, des retours d'expérience là-dessus? À quel point ça peut bouleverser la carrière professionnelle, mais la vie personnelle aussi, Ne tout serait-ce que sur la simplement. santé mentale, sur toutes ces questions-là. Mmh. Bah, déjà, je pense que ça serait bien de se rappeler à partir de quand commence la discrimination au travail, hein. Parce Mmh. que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et tu l'as dit au début, Lorraine, finalement, ça intervient à n'importe quel moment de la vie du contrat, même avant que le contrat commence pour un salarié. Mais moi, j'ai envie de dire que finalement, ça commence dès le moment où un candidat, au stade du recrutement, hein, Mmh, n'a pas les mêmes chances qu'un autre. Donc ça peut être, pour plein de choses. C'est, voilà, à compétences égales, refuser un candidat pour son apparence, pour sa couleur de peau, effectivement pour, sa situation de handicap et ensuite ça va continuer pendant la vie de l'employé. C'est-à-dire que, bah, voilà, typiquement, ça peut être une formation refusée à compétences égales à mmh. une femme.
alors qu'elle a exactement les mêmes compétences, le même niveau d'études, que son collègue homme. Et tout ça, c'est des situations qui sont vécues au quotidien et qui sont réelles et qui Mmh. malheureusement, continuent au fil des années. Moi, alors évidemment, j'ai des exemples qu'on m'a donnés et que j'ai vécu, mais le meilleur exemple que je puisse vous donner, franchement, c'est un exemple, peut-être que vous l'avez vu d'ailleurs, c'est un envoyé spécial qui est sorti il y a quelques années et en fait, le journaliste, enfin, en l'occurrence, c'était la journaliste, elle a envoyé, 2 CV. C'était la même personne, hein. Elle a envoyé 2 CV, un CV où elle avait mis une photo d'elle au naturel, donc du coup, c'est, ce qu'on peut qualifier de belle femme, hein, apprêtée, maquillée et cetera. Et elle a le même CV, voilà, avec, les mêmes compétences, les mêmes expériences et cetera. Sauf que cette fois-ci, elle s'est un peu, entre guillemets, «grimée». Elle s'est pas voilà, c'est pas qu'elle était décoiffée ou quoi que ce soit, mais, elle s'est rajouté des lunettes, elle s'est rajouté un appareil dentaire. Mmh. Oui, j'avais vu, ouais. Mmh. Ouais, volontairement, elle s'est rendue, malheureusement, ce que la société pourrait qualifier un petit peu de Mmh. disgracieuse et elle a fait ça dans plein d'entreprises pour comparer vraiment à compétences égales les retours et ça a été catastrophique, le CV où entre guillemets «elle était belle», elle a eu, genre, je sais plus, je crois c'était, il y avait un retour où c'était, 12 réponses positives et le CV où elle était moins belle, elle en a reçu même pas 3 en fait. Et à chaque fois qu'elle envoyait, c'était la même chose. Mmh. Ouais. Et une fois, elle a confronté du coup une entreprise qui n'avait pas retenu le CV où elle était moins belle, pour lui demander justement pourquoi et pour les mettre devant le fait en leur disant: J'étais la même personne et j'avais les mêmes compétences et les mêmes expériences». Et évidemment, l'employeur, il peut pas dire qu'il est discriminant, donc il a dit: «Ah bon, bah, je l'ai pas reçu». Bah si, tu l'as reçu, elle l'a envoyé au même moment. Donc voilà, c'est pour dire que finalement, malheureusement, tant que le recrutement sera géré déjà en parlant du recrutement par des humains, il y aura des biais en fonction de la personne qui reçoit le CV. C'est obligatoire, hein, parce Ouais. que malheureusement, vous avez des gens qui vont avoir des pensées, des préjugés sur les personnes de tel sexe, de tel physique, hein. Il y a même des entreprises qui recherchent des physiques, qui aiment collectionner, les belles femmes, les beaux mecs et cetera ils se disent que ça fait une meilleure image de standing pour leur entreprise. Quand le siège, vient visiter, ils se disent: «Voilà, nous, ça va nous donner plus de crédibilité et cetera». C'est horrible, hein, mais ça existe. Ça Ouais. existe Oui, bien sûr. Mmh. et il y a des gens qui pensent comme ça et ces gens-là traitent des candidatures et ensuite, ces gens-là sont toujours managers, donc quand vous allez leur demander des formations, quand vous allez leur demander, une augmentation et cetera, ils auront toujours ces biais-là de dire: «Oui, bah, comme, voilà, moi je considère peut-être qu'un homme, a plus de mérite, selon l'éducation qu'ils ont reçue et cetera» et du coup, ça va pas aboutir pour la femme. Donc le réel problème aujourd'hui, c'est pas tellement de constater la discrimination et de se dire, je pense, hem, voilà, la discrimination est un problème. Le problème, ce sont les personnes à qui on donne ces fonctions-là, en fait. Je Mmh. pense qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est que n'importe qui peut faire du recrutement, n'importe qui peut devenir manager et ça, c'est un vrai problème. Parce que ces gens-là manquent de formation, ces gens-là, finalement, souvent sont assez peu évalués et sont un petit peu dans une posture de toute puissance où, ils peuvent se permettre de se comporter comme ça et voilà, ça rentre même dans une culture d'entreprise assez toxique et il se passe rien et il y a des gens, justement, qui sont écartés du monde du travail et qui n'ont pas les mêmes chances. Donc le vrai problème, c'est d'arriver à créer en fait des systèmes d'entreprise sains, une culture d'entreprise saine et ça passe par les personnes qu'on recrute et arrêter de recruter n'importe qui à n'importe quel poste, surtout les postes à responsabilité. Pour moi, aujourd'hui, le vrai problème de pourquoi on en est là, c'est ça, c'est ça. Et évidemment, en termes de témoignages, moi, c'est catastrophique, hein. J'ai de tout, j'ai carrément des candidats qui m'ont fait, ils ont parce que cet épisode d'Envoyé spécial, bah, vous l'avez vu, mais il a fait le tour de beaucoup de gens, hein. Il est hyper Mmh. connu et tout. J'ai des candidats qui m'ont écrit sur LinkedIn en me disant: «Du coup, j'ai fait le test». Le mec, il s'appelle Mohamed. Il m'a dit: «J'ai envoyé mon CV,
avec écrit, Mohamed et j'ai envoyé le même CV, où je me suis mis un prénom bien français. Il a eu plus de réponses et Mmh. c'est dégueulasse Mmh. et c'est là où on se rend compte, en fait, des différences de traitement et c'est la réalité. Donc oui, moi, j'ai de tout. Mais même moi, je l'ai vécu, hein. Je l'ai vécu, sur les LGBT+ phobies, justement. C'est d'ailleurs, le seul, ouais, le seul truc que j'ai vécu personnellement, j'ai eu cette chance par rapport à ça. C'est, une fois où je suis arrivée justement, en entretien et en fait, bah, c'est comme toujours, hein, les recruteurs partent toujours du principe que, bah, vous êtes, si vous êtes une femme, vous êtes avec un homme et cetera, donc voilà, c'est comme ça. Donc du coup, elle voit sur, mon CV qu'il y a marqué marié, donc elle me dit, «Mais du coup, il fait quoi dans la vie?» Et je dis: «Non, c'est elle» et du coup, elle me fait: «Comment ça?» Comment ça? Et je fais: «Bah, c'est elle» et elle fait: «Ah oui, bon, c'est la même chose» et elle change vite, de sujet, en fait et j'ai senti que c'était plus du tout la même ambiance après dans l'entretien. C'était vraiment bizarre. On est passé d'ambiance hyper cool, hyper friendly, hyper détente à, d'un coup, on aurait dit que je l'ai insultée, Un mais malaise, Ouais, ouais, on vraiment, n'a jamais été stressé, très, très, frigide, en fait, après. ouais. ouais. Donc du coup, voilà, ça passe par plein de petites choses comme ça et Mmh. le plus vicieux, c'est qu'on ne la plupart du temps, on ne peut rien faire parce que ça reste de la libre interprétation. Moi, typiquement, Oui. cette femme, elle m'a pas dit: «Ça me dérange ce que vous êtes». Elle m'a pas dit, «Tu es homophobe», elle m'a pas dit: «Vous êtes avec une femme, je suis désolée, mais pour moi, c'est non». Elle me l'a pas dit, mais ça se voit, ça se ressent. Donc typiquement, moi, je peux rien faire. Autant que les candidats qui constatent qu'il y a pas de réponse à un CV Mohamed, mais qu'il y a des réponses à un CV Lucas, ils peuvent rien faire parce que le recruteur, il pourra toujours dire: «Bah oui, mais je l'ai pas vu et c'est pas voulu et machin». Donc la réalité, c'est qu'on se retrouve impuissant dans ces situations-là, frustré, dans une situation d'injustice où, bah, souvent on a une personne en face qui argumente, qui nous dit: «Oui, mais ta formation, je te la refuse parce que machin». Ils vont jamais vous dire clairement que c'est parce que vous êtes une femme. Mais finalité, vous avez des chiffres qui sont là et qui prouvent que si, peu importe les fausses excuses qu'ils vont donner pour pas assumer ce qu'ils font, ces managers, ces recruteurs-là, bah, il y a quand même, des choix qui sont faits et ces choix, ils vont pas dans le sens de l'égalité. Ouais. C'est vrai que les conséquences, du coup, elles sont, bah, autant sur le parcours professionnel que la vie personnelle. Ça peut être, décourageant, ça impacte la santé mentale, l'estime de soi, ça peut être, conduire à l'isolement et le baromètre Malakoff Humaniste 2022, précise d'ailleurs que les motifs psychologiques, c'est la deuxième cause d'absentéisme cette année. Donc c'est vraiment qu'il y a un enjeu autour de la santé mentale dont les entreprises doivent s'engager, même pour le désengagement professionnel, pour les salariés qui sont touchés, mais aussi pour l'ambiance de travail, pour les salariés qui sont témoins de ces discriminations. Ça peut impacter toute l'organisation de l'entreprise, quoi. Et Oui, puis, oui, complètement, et puis, ça peut vraiment créer un climat toxique. Moi, Ouais. j'ai été salariée dans beaucoup d'entreprises où, en fait, les collègues se cachaient derrière l'humour et ça, c'est quelque Mmh. chose d'extrêmement toxique. Parce que toi, tu assistes à des scènes où tu entends des blagues sur tout, des blagues sur les femmes, sur les noirs, sur les arabes, sur les gays et cetera et sous couvert de blagues. Sauf que la réalité, c'est que tu as la moitié de l'open space qui rigole parce que le côté, beauferie Facebook, qui fait rire tout le monde, malheureusement, ça trouve son public et le côté, il y a l'autre côté de l'open space qui rigole pas du tout et qui se dit, «Bah, quand même, c'est grave et c'est pas normal, hein» Mmh. et oui, on est témoin de ça et c'est toujours pareil, en fait. Comme les gens n'assument pas clairement ce qu'ils sont, finalité, on sait pas quoi faire, en fait. Moi, je me suis retrouvée comme ça dans une situation où, j'ai été dans une entreprise où clairement il y avait un homme qui faisait du harcèlement sexuel, hein, c'était pas autre chose. Il faisait des blagues horribles aux femmes, toute la journée. C'était, par exemple, on était, en été, il y avait, une femme qui avait mis un mini short et en fait, il est arrivé, il lui a dit: «Ouais, j'ai envie de te plaquer contre le mur et de te faire plein de choses quand tu mets des trucs comme ça et tout» et Mmh. il faisait plein de blagues tout le temps. Il venait me voir, je lui demandais un stylo et il me disait: «Ouais, mais tu me fais quoi en échange?» et c'était tout le temps comme ça et j'ai fini par lui parler. Je lui ai dit: «Par contre, il faut que tu arrêtes parce que sinon moi je vais aller dans la direction. Je préfère te prévenir, je préfère être honnête». Il y a un mo être honnête. Je préfère être honnête parce qu'il y a un moment où, c'est pas drôle en fait et c'est grave ce que tu fais et il ça assume pas en fait, hein. Ça dit: «Non, mais c'est de l'humour et tout» et derrière ça continue
Et, Mmh. heu et c'est là le vrai problème et moi, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que j'en ai parlé avec mes collègues et c'est de la discrimination sexiste, hein, c'est pas autre chose et j'en ai parlé, avec mes collègues et mes collègues, on est 30, hein, elles m'ont toutes dit la même chose, à deux trois exceptions près qui, malheureusement n'allaient pas dans le sens de la défense de la femme. Mes collègues m'ont toutes dit: «Ouais, mais nous, ça fait des années qu'on subit, on n'en peut plus, on est à bout, mais on n'ose rien dire». Bah, On n'ose rien dire mmh. parce qu'on a peur d'être mal vu par la direction. Si, on va dire quoi que ce soit sur le fonctionnement, sur ci, nanani, d'être vu comme entre guillemets «des emmerdeurs» et tout et en fait, on est dans ce climat-là aujourd'hui dans le monde du travail, c'est-à-dire des gens qui constatent plein de choses et bah, qui subissent et c'est ça finalement qui crée une santé, mentale, minable et des gens qui vont mal, qui se mettent en arrêt. C'est que c'est l'effet cocotte minute. Ils voient, ils entendent, ils constatent, ils agissent pas parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas être mal vus et finalement ça craque et puis après tu as l'employeur qui, tombe du ciel parce qu'il a pas été assez, présent pour constater et qui dit: «Mais qu'est-ce que j'ai raté?» Bah, Ouais. qu'est-ce que tu as raté? Bah, tu as peut-être raté, 30 minutes, 1 heure par jour à rester avec ton équipe au lieu d'être dans ton bureau, à observer l'ambiance et ce qui se passe et peut-être que tu auras compris pourquoi tu as des gens en arrêt maladie aujourd'hui. Et les conséquences pour l'entreprise Ouais. d'ailleurs, elles sont, Elles sont multiples en fait. On a, bah, du coup, c'est des talents, il y a une fuite des talents, des compétences, il y a une désorganisation, et une surcharge de travail pour l'équipe, qui reste et puis, au niveau de l'ambiance aussi, c'est un peu compliqué. Il y a un désengagement, de l'absentéisme, voire du turnover. Donc, il y a un effet un peu boule de neige comme ça, avec une dégradation de l'ambiance de travail et de la QVCT avec un impact, sur le moral des collaborateurs qui restent. Évidemment, ça impacte sur la marque employeur, on peut l'imaginer, et sur les difficultés de recrutement, sur les performances, sur la compétitivité et la productivité de l'entreprise. Sans parler du fait que ça peut aussi donner lieu en fait à des poursuites judiciaires. Donc on ne sait pas toujours comment réagir face à ces discriminations et pourtant les entreprises ont un devoir de sensibilisation et de formation face à ces dérives-là. Est-ce que tu as des exemples, Dorit, toi, d'entreprises qui s'emparent ou qui semblent s'emparer suffisamment du problème? Ouais, complètement. Alors, elle n'existe plus, c'est extrêmement dommage, mais je pense à Atypical. Je sais pas si vous avez vu passer Atypical à un moment sur LinkedIn, ils étaient très actifs. moi ça me Ça dit rien. Moi, ça me dit ouais, quelque chose, mais sur LinkedIn, je sais pas trop. ouais. Alors en fait, Atypical, ils avaient lancé, une plateforme de recrutement inclusif, donc hyper intéressant. Leur concept, c'était que, les candidatures en ligne n'étaient pas genrées, n'avaient pas de photos et étaient, du coup complètement anonymes. Donc, il y avait, les candidats qui mettaient, leur CV anonyme et il y avait les employeurs qui arrivaient et qui, du coup, choisissaient des profils uniquement à 300 pour leurs compétences et pour, leurs valeurs. Parce que c'était vraiment une plateforme qui, mettait aussi beaucoup en avant le côté soft skills. Ça, c'est autre chose. Mmh. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut aller vers ça et suivre ce modèle par rapport au recrutement. Il faut arrêter déjà les CV avec c'est une erreur que j'ai faite, hein, donc je jette la pierre à personne, mais célibataire, marié, 2 enfants, 4 enfants, sans enfants, on jette la pierre, en fait, à la discrimination en faisant ça. Vraiment, vraiment. C'est pas des éléments à donner. 25 ans, 53 ans, 56 ans et ce qui est triste, c'est que j'ai déjà eu des conversations comme ça avec des candidats où, parce que je reçois malheureusement beaucoup de messages de candidats qui sont seniors et qui, sont pas recrutés parce qu'ils sont seniors et cette discrimination-là, elle existe, elle est très, très Mmh. présente aussi et je leur dis: «Mais tu mets, arrête de mettre ton âge sur les CV, arrête de mettre ta photo». Parce que, je trouve que tu as du bagou, tu t'exprimes super bien et en fait, ne cherche pas à donner, trop d'informations, heu, laisse-toi la chance de faire tes preuves devant le recruteur et c'est super triste parce que dans 100 des cas, les gens, ils me répondent: «Ouais, mais j'ai pas envie de perdre mon temps». Parce que, j'ai pas envie que si j'arrive et qu'il voit que je suis un vieux, le recruteur, derrière, il m'écoute même pas en entretien et ils se disent: «Non, il est vieux, je le prends pas» et tout ça, c'est pas normal, en fait. Donc si, pour moi, on doit partir nous-mêmes en tant que candidat, quand on l'est, sur le principe d'égalité des chances
et se dire: «Voilà, je mets le moins d'informations possible, on recrute sur les compétences, je mets pas mon âge, je mets pas ma situation maritale, je mets pas de photos, je mets pas tout ça» et c'est même pas des infos qui sont obligatoires sur un CV. Un employeur n'a pas le droit d'exiger ces informations. Un employeur, ce qui est censé l'intéresser, c'est vraiment, les expériences que vous avez eues et ce que vous pouvez apporter à son entreprise. Donc si déjà en tant qu'employeur, vous avez un retour enfin pardon, si en tant que candidat, vous avez un retour de l'employeur qui vous dit, «Bah, moi j'aimerais bien voir votre photo» et cetera. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé parce que moi sur la fin, je mettais plus mes photos, sur les CV et Mmh. si j'avais des fois des retours de mails de recruteurs qui me disaient: «Excusez-moi, mais il faut une photo sur le CV». Je répondais même pas parce que j'ai pas envie de bosser avec quelqu'un et je pense que tous les candidats méritent de bosser avec des entreprises qui ne jugent pas sur ce genre de critères et qui ne considèrent pas que ce genre de critères a sa place dans un recrutement. Donc déjà, je pense qu'il y a un travail à faire du côté des candidats, d'avoir cette façon de penser-là. Mmh. Ensuite, au niveau de ce que les entreprises, elles, peuvent et doivent, pour moi, mettre en place, c'est, ce principe-là, justement, d'encourager les candidats comme Atypical encourage et il y a des entreprises qui le font, hein, je le vois sur LinkedIn. Ils disent, voilà, vous nous envoyez, un CV, photo non obligatoire. J'ai déjà vu que c'était, que des fois, ils le précisaient Mmh. et d'essayer de plus en plus de se recentrer, en fait, sur les compétences. Ça, déjà, c'est très important. Ça, c'est hyper important et ensuite, des choses, sans parler, du recrutement, sur la vie de l'entreprise. Alors, on va pas, parler de miracle, hein, parce que moi, personnellement, j'y crois plus, mais voilà, on va pas parler du fait qu'évidemment, en temps normal, un manager, il doit, accorder des formations à compétences égales aux femmes autant qu'aux hommes. Ça tombe sous le coup, de l'évidence et ça sert à rien de le préciser. Mais, voilà, on revient toujours sur cette notion de mieux recruter ses managers, mieux recruter, justement les personnes qui recrutent avec, s'assurer des valeurs, faire des tests de compétences très poussés. Pour moi, ça, c'est extrêmement important parce que c'est un métier, ce sont des métiers à responsabilité humaine. Donc, il y a vraiment un grand enjeu à recruter des personnes compétentes humainement dans ces métiers-là. Et je pense que ce qui doit être fait aussi, c'est vraiment la présence. C'est hyper important et franchement, c'est pas grand-chose, hein. On parle pas d'investir dans des solutions à je sais pas combien de milliers d'euros et cetera. C'est de la présence, c'est faire son travail. Vous ne pouvez pas, en tant que manager, être démissionnaire et quand tu me demandes qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est juste ça, c'est juste être là. Et aujourd'hui, moi, les retours que j'ai de beaucoup de candidats, c'est: «Mes responsables, ils sont pas là, on les voit pas, ils sont dans leur bureau, on est tout seul, donc en fait, on fait ce qu'on veut et ils sont juste là pour nous demander si en temps et en heure, on a bien rendu nos dossiers et si on a bien fait notre taf. Mais en termes d'ambiance, sinon, ils sont au courant de rien, ils savent pas ce qui se dit et cetera» et moi, c'est ce qui m'est arrivé, hein. C'est ce qui m'est arrivé, dans le cas où il y avait les discriminations sexistes et cetera avec mon collègue. Quand je suis allée en parler à mon responsable, qui n'était jamais sur le terrain, mais quand je dis jamais, jamais, il est tombé du ciel. Il a dit: «Ah bon? Mais je savais pas». Bah, tu m'étonnes, tu es jamais là. Donc je pense que il y a ce devoir qui ça paraît bête ce que je dis, hein, mais au vu des retours que j'ai et de ce que j'ai vécu, de s'intéresser à la vie de l'entreprise. Les managers doivent aller chercher du feedback. Ils doivent aller de temps en temps faire, des points, aller voir chaque personne. Comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais me faire remarquer? Est-ce qu'il y a des choses que tu as constatées qui te mettent mal à l'aise? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer tes conditions de travail? C'est pas grand-chose, mais aujourd'hui, on dirait qu'il y a des managers qui ont peur de devoir agir et qui préfèrent se cacher et éviter leurs responsabilités parce que poser la question, c'est prendre le risque d'avoir une réponse. Bah oui, mais quand tu t'engages à avoir des gens sous ta responsabilité, c'est un peu comme quand tu fais des gosses et quand tu as une famille, bah, tu es responsable de ce qui se passe en fait, dans cette famille et tu es responsable de ce qui se passe avec tes enfants. Donc oui, tu as un devoir de surveillance et de responsabilité. Donc je pense qu'il faudrait tout simplement et vraiment j'ai pas des choses incroyables à proposer, c'est que chaque manager prenne vraiment ses responsabilités dans la vie d'une entreprise et écouter vraiment les feedbacks.
Ouais, bah, c'est vrai que c'est l'importance de savoir réagir parce que comme tu en as parlé par rapport à tes retours d'expérience, les 3 quarts des personnes qui ont été confrontées à une discrimination, elles ont entrepris des démarches à la suite des faits. Donc c'est 2 fois plus qu'en 2013 pour cette année. Mais le quart qui n'en l'a pas fait a évoqué la peur des représailles et le fait qu'elles ne savaient pas quoi faire ou qu'elles avaient peur tout simplement que ça ne change rien du tout. Donc c'est aussi une question. Et ce qu'on peut voir aussi dans ces chiffres, c'est que le dialogue avec la direction, ça reste la démarche la plus effectuée, dans plus d'un cas sur deux. Donc ça peut commencer par le dialogue. Mais la victime de discrimination peut aussi faire remonter les faits au CSE, aux représentants du personnel, ou saisir le Conseil des prud'hommes également. Parce qu'on le rappelle, la discrimination, c'est passible de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc, tu as cité des actions très efficaces à mettre en place pour lutter contre ces discriminations. Nous, on a regardé un peu de notre côté ce qui existait en 2022, donc aujourd'hui, et on a vu qu'il y avait beaucoup de chartes et de labels qui existaient en France. Donc, le label égalité professionnelle, le label diversité. Donc, tout ça, ça promue l'égalité et la non-discrimination dans le cadre d'une gestion des RH et dans sa politique vraiment, donc, que ce soit de recrutement ou de gestion des parcours professionnels et des nombreuses chartes dont une charte que 14 grandes entreprises françaises a signée pour lutter contre la discrimination liée à l'âge dans le monde du travail. C'est drôle parce que tu en parlais aussi tout à l'heure, que ce soit l'âge parce que les gens sont considérés comme plus assez performants ou aptes à se former ou alors comme trop jeunes, et donc qui a été signée par 14 entreprises. Et les avantages de ces labels et de ces chartes pour les entreprises, c'est quoi? Au-delà du point de vue éthique et moral évidemment, c'est de valoriser et faire reconnaître ces bonnes pratiques en matière de gestion des RH, ce qui a un impact direct sur la marque employeur. Et dans cette période de difficulté des recrutements, valoriser la marque employeur, c'est vraiment attirer et fidéliser de nouveaux collaborateurs, lutter contre le désengagement pour fidéliser et remotiver aussi les collaborateurs, parce que quand on est dans une entreprise où on est fier de porter les couleurs de l'entreprise, qu'on est fier de ses valeurs, forcément, on va au travail dans un autre état d'esprit que quand c'est le contraire. Complètement. Non, ça, c'est hyper important aussi de penser, aux conséquences et j'ai envie de dire même aux dommages collatéraux parce qu'effectivement, les gens sont des témoins, l'équipe est témoin donc on a personne n'a envie de bosser dans Mm. une ambiance de merde où tu te dis que tu vas voilà, tu vas assister à des discriminations, tu vas assister à du sexisme, tu vas sous couvert d'humour ou de quoi que ce soit d'autre et cetera et moi j'ai pas, franchement, je trouve que c'est intéressant, tu vois, toutes ces chartes et cetera, mais je suis pas fan des chartes, très sincèrement et je suis pas fan des labels non plus. Parce que, c'est mon côté très méfiant où, j'ai l'impression que, c'est toujours un petit peu facile. Bon, je sais qu'il y a des conditions à remplir et cetera pour les avoir, mais je vois toujours un peu ça comme du washing et Mm. moi, je demande toujours à voir les actions qu'il y a derrière. C'est facile de chercher un petit peu la reconnaissance et de dire, «J'ai tel label, je fais partie de telle charte, j'ai mis en place une charte droit à la déconnexion dans mon entreprise» et cetera. Ça n'a rien à voir avec la discrimination, mais voilà, combien d'entreprises respectent vraiment ça? C'est ça la vraie question. Quelles actions est-ce qu'ils mettent vraiment en place? Est-ce qu'ils ont vraiment une sensibilisation? Est-ce qu'ils ont vraiment un engagement? Ou est-ce que c'est du washing? Ou est-ce que justement ça va dans la direction de la marque employeur? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait plus parce que, tout le monde cherche à avoir une marque employeur, incroyable, spectaculaire, pour attirer des candidats, pour attirer des clients, pour, avoir une notoriété, une visibilité, qui, heu qui aillent en leur faveur, hein, pour leur réputation et cetera. Mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Donc certes, il faut pas tomber dans la paranoïa, mais moi je pense que, il faut toujours demander les actions aux entreprises concrètes. Qu'est-ce que vous mettez en place? C'est quoi vos chiffres? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, une parité, homme-femme? Est-ce que, au niveau, des formations, voilà, vous pouvez dire que, il y a vraiment une équité et je pense que les meilleures personnes, les plus aptes à en parler, sincèrement, c'est pas tellement les chefs d'entreprise, c'est les employés
Et la meilleure marque employeur, en tout cas la plus fiable pour moi en tant que spectatrice, on va dire un petit peu de LinkedIn par exemple, ça serait si je vois vraiment une entreprise qui commence à poster des témoignages vidéo de son équipe. Évidemment, s'ils ont pas le couteau sous la gorge, parce que ça pose toujours un peu question aussi. Mais de dire, voilà, moi j'ai eu ma formation, financée, à compétences égales, dans cette entreprise-là, en gros, je peux confirmer que, voilà, il y a une vraie politique diversité et inclusion et j'ai pas besoin, que ça soit le chef d'entreprise qui le dise, je le vis, donc je le dis, en fait. Un témoignage vraiment authentique. Mais, c'est vrai que moi, ça me pose toujours un peu question quand je vois des entreprises, des chefs d'entreprise ou des pages d'entreprise le dire elles-mêmes. Moi, je veux la parole des employés parce que Oui, finalement, les entreprises, elles disent un petit peu ce qu'elles veulent et aujourd'hui, on sait plus trop qui croire, hein. ça a plus de Ouais. crédibilité, c'est sûr. Mais Ouais. c'est intéressant ce que tu dis parce que, il y a une étude qui a été réalisée là, par, Deloitte, donc c'est pas tout à fait récent, ça date de 2020, qui montre que les entreprises qui pratiquent une politique inclusive génèrent jusqu'à 30 % de chiffre d'affaires supplémentaire par salarié, avec une profitabilité supérieure à celle de leurs concurrents. Avec des entreprises aussi qui sont dotées de politiques d'égalité des chances dans l'emploi et des cultures favorisant la mixité, qui ont près de 60% de chances supplémentaires de voir leur profit augmenter. Donc on voit bien aussi que c'est dans leur intérêt, c'est tout à fait dans leur intérêt en fait de mettre en place une vraie politique inclusive qui soit pas évidemment du washing, donc que des effets de communication et de marketing. Et, euh, et en ce sens, je trouvais qu'il y avait une initiative qui était très intéressante. Il y a des entreprises qui se sont engagées, par exemple, contre le sexisme dit ordinaire. Donc, c'est toutes ces petites remarques, ces petits gestes basés sur des stéréotypes sexistes qui, mis bout à bout, tendent à disqualifier les femmes sur le marché du travail notamment. En 2018, il y a plusieurs entreprises, dont Accor et L'Oréal, qui avaient créé une initiative interentreprise Stop au sexisme en entreprise, avec le hashtag StopO pour partager et promouvoir les bonnes pratiques à ce sujet. On a eu 140 organisations qui ont rejoint l'initiative depuis, dont l'école centrale Suplec, qui a rejoint le mouvement cette année. Et en fait, en participant à cette initiative, les entreprises, elles s'engagent à mettre en place au minimum une action par an au sein de leur organisation. Et les nouveaux signataires sont admis chaque année le 25 janvier lors d'une session d'intégration. Donc on voit bien aussi que je trouve ça intéressant qu'il y ait des entreprises qui s'intéressent vraiment à la racine, on va dire, du sexisme. En parlant du sexisme ordinaire, on peut parler aussi de l'homophobie ordinaire. Voilà, toutes ces petites remarques qui, sous couvert d'humour, sont tout de même sexistes, homophobes ou racistes. Donc, je trouve ça intéressant. Tout Oui, à oui, complètement, complètement. Ah non, mais ça, c'est clair que, il y a des entreprises qui vont vraiment en profondeur et qui s'intéressent, mais comme vous le faites, hein, à documenter, à essayer de vraiment, aller à la source, à l'origine de la discrimination, à essayer de comprendre, à essayer de trouver des vraies solutions. Mais, moi, j'ai juste envie de dire que voilà, typiquement, les entreprises à la période de Gay Pride qui se mettent tous à mettre des logos, Oui, couleur drapeau arc-en-ciel et rien d'autre, on les voit, quoi. Oui, Ça, quand il y a pas de d'autres actions. solution, voilà, ça propose rien. Proposer des vraies choses. C'est ça que les gens attendent. Alors, donc du coup, tu nous as parlé, de ce que tu préconisais, pour lutter contre ces discriminations, que ce soit dans le processus de recrutement, au niveau de la culture, d'entreprise. Nous, on avait des petites idées, pour compléter, des solutions qui peuvent être mises en place. Donc, hésite pas si tu penses, à d'autres pendant qu'on dit. Donc, depuis le 1er janvier 2019, dans tous les CSE, donc les entreprises de plus de 11 salariés, c'est obligatoire de nominer un référent chargé de lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au travail. Ouais. Donc, cette obligation, ça peut représenter un bon moyen, même si la culture d'entreprise n'est pas favorable au changement, c'est sûr que si ce n'est pas impulsé par la direction, c'est toujours difficile. Ça peut être un moyen de lutter contre ces formes de harcèlement moral et sexuel en entreprise. Donc, la fonction en fait de cette personne, c'est d'accompagner et sensibiliser les employés. Donc, c'est un salarié qui est choisi par l'entreprise, donc qui n'est pas formé à l'initiale sur ces sujets pour renforcer les mesures de prévention contre le harcèlement, parce qu'on sait que le harcèlement, ça passe beaucoup aussi par la prévention et la sensibilisation de personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à ce type de problématiques. Et donc, il peut notamment
établir des stratégies à mettre en œuvre pour prévenir le harcèlement au travail, et aussi parler de la législation sociale qui encadre le harcèlement sexuel et moral en entreprise, vu que beaucoup de personnes ne savent au final pas comment réagir face à toutes ces discriminations. Et c'est vrai que du coup, il y a une question très intéressante sur la formation, la sensibilisation des salariés, des managers, mais aussi de la direction. Et je pense qu'il serait intéressant vraiment d'inclure les personnes qui sont concernées en fait par toutes ces discriminations, de partager, comme tu as dit, des témoignages des personnes qui sont concernées par toute forme de discrimination, voire même de constituer, pourquoi pas, un pôle dédié à cette thématique avec les collaborateurs concernés dans une logique de lutte peut-être contre les stéréotypes sexistes, homophobes, etc. Je pense que ça peut être bien et renforcer en plus l'engagement collaborateur, la rétention des talents et là, contrer un peu le cercle vicieux dont on parlait tout à l'heure et favoriser plus du coup un cercle vertueux dans ce sens-là en définissant des bonnes pratiques à adopter et les déployer ensuite au sein de tous les pôles de l'entreprise, par exemple. Oui, oui, bien sûr. Non, mais il y a plusieurs entreprises comme ça, comme, Salesforce, par exemple, qui ont, des responsables diversité inclusion dédiés et je bénis ça parce que c pour moi alors évidemment, toutes les entreprises n'ont pas le budget accordé à ça, mais pour moi, dans des grandes entreprises, typiquement Salesforce, c'est une très grande entreprise, ils ont racheté Slack, récemment. Heu, Quand on voit des entreprises comme ça qui, estiment que ça vaut le coup et que c'est intéressant d'investir dans un pôle diversité inclusion, pour moi, ça montre l'exemple et j'ai envie de dire merci, 1000 fois merci et j'encourage vraiment les entreprises, si en tout cas les entreprises qui peuvent se le permettre, hein, évidemment, si possible, bien sûr, c'est l'idéal, à investir dans un pôle diversité inclusion avec une personne dédiée pour, des actions, des événements, de la sensibilisation et c'est comme ça qu'on arrivera à des vrais résultats. C'est comme l'école avec des enfants, c'est avec de l'éducation. Parce que voilà, on va pas se mentir, on n'a pas tous aussi la même éducation. Il y a des gens vraiment pour qui, et c'est la réalité, c'est de l'humour d'avoir ce genre de comportement sexiste, homophobe, et cetera. Il y a des gens pour qui, même le recrutement, sur des biais, et cetera, ils ont le droit et il y a rien de mal. Moi, j'ai eu une collègue qui jetait les CV selon les signes astrologiques. Ah oui, Une autre forme de discrimination que je C'est connaissais une pas. autre forme. Non, mais c'est une autre forme de discrimination. Mais voilà, en fait, les gens n'ont pas forcément conscience aussi. On en mmh, revient à la sensibilisation et à l'éducation. Oui. Ils voient pas l'impact, en fait. Ils voient pas la personne derrière, la réflexion qu'il y a, la personne qui va rentrer chez elle, qui va se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai raté? Je suis nulle. Pourquoi j'ai pas de reconnaissance? Pourquoi je trouve pas de boulot?» et qui peut-être se retrouve dans cette situation, par exemple, par rapport à un chercheur d'emploi, qui, je sais pas moi, est régulièrement victime de grossophobie ou de racisme sur sa couleur de peau, sur ses origines. Il se dit pas en fait, «J'en ai marre, je sais que c'est la 20e fois que mon CV est jeté pour ça». Il y a et surtout que c'est pas normal en fait, hein, que c'est pas normal, que c'est pas un critère et que c'est profondément con et il y a toute cette éducation en fait à faire et bien évidemment qu'il faut sensibiliser, il faut faire de la prévention et on ne doit pas attendre qu'il y ait des choses qui se passent pour ça. Moi, typiquement, c'est quand j'ai retourné l'entreprise à aller voir la direction sur le mec qui a fait du harcèlement sexuel que, d'un seul coup, il y a eu des affiches dans toute l'entreprise, dans toutes les open space sur 3 étages. Le harcèlement sexuel, c'est mal. Attention, il faut pas faire ça. Attention, s'il se passe ça, faites ça et cetera. Mais avant ça, franchement, moi, quand je suis allée voir la référente, parce que dans cette entreprise, il y avait une référente harcèlement sexuel justement, bah, franchement, j'ai failli ne jamais le savoir, hein. C'est, quelqu'un du service au hasard, après que j'ai parlé à 30 personnes, qui me l'a dit. Les 30 autres personnes ne le savaient même pas qu'il fallait que je monte au 3e étage parce que cette personne était référente harcèlement sexuel et j'avais quelqu'un en face de moi qui m'a dit: «Ah, mais je pensais que personne était au courant, bah, là, tu vois, ça m'arrange pas trop parce que j'ai même pas été formée». mais oui, c'est ça aussi le C'est sûr problème. qu'il y a toute cette formation et Mmh. sensibilisation, il faut que ce soit promu par une communication adéquate et efficace auprès des collaborateurs qui peuvent être concernés, Bah, oui.
un environnement de travail plus sain et respectueux. Et Mais c'est ça. pour le recrutement, ce que les recruteurs peuvent faire, c'est se référer au guide du défenseur des droits. Donc, c'est pour mener un processus de recrutement sans discrimination. Il y a des guides qui existent, des choses vraiment inscrites dans la législation qu'on peut respecter au plus près pour éviter les discriminations et tous les biais qu'on peut avoir. Et surtout aussi, sanctionner les auteurs de discrimination. Ne plus minimiser, ne plus dire que c'est pour rire, c'était une blague, que ça a pu être mal interprété. Donc, signaler et être en mesure de prendre les décisions qui s'imposent, que ce soit au sein de l'entreprise ou en allant plus loin si nécessaire. Mais la discrimination, c'est l'exclusion et je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent plus pleurer d'avoir des turnovers quand, déjà, elles refusent des candidats qui sont extrêmement compétents sur des, prétextes bidons, comme l'apparence, les origines et cetera. Ou alors des gens qui en ont marre de subir une ambiance toxique par, justement, ce genre de soi-disant blagues. Ou alors le manque de reconnaissance parce qu'on en revient à ça, hein, aussi, hein. Oui. Heu, franchement, ce que j'entends le plus en ce moment, moi, c'est le manque de, d'acceptation des formations pour les femmes, hein, à compétences égales pour les hommes. Ça, c'est une vraie raison de souffrance qui revient, mais je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai énormément de retours là-dessus et ça, c'est pour moi une raison, mais de désengagement, mais tellement puissante. Vous vous rendez compte? Vous allez voir, votre patron pour lui demander une formation, vous y avez droit. Vous savez que votre collègue, il est comme vous, voire moins compétent. Il s'est accepté pour lui et pas pour vous et on vous sort des Mmh. prétextes absolument bidons, mais vous avez pas envie de rester impliqué et engagé dans cette entreprise et c'est absolument normal. Donc il y a une dissonance entre ces entreprises qui pleurent au turnover et aux employés qui sont pas investis et concernés dans la culture d'entreprise et finalement, ce qui est fait pour. Donc évidemment, il faut avoir, cette cohérence-là et surtout, enfin, c'est des choses, moi, personnellement, qui m'échappent complètement et que j'arrive pas à comprendre. On est quand même en 2022 et je me dis: «Mais à quel moment on peut estimer qu'un homme est plus méritant qu'une femme encore aujourd'hui?» C'est je sais pas, moi, ça me paraît lunaire, mais malheureusement, au vu des messages que je reçois, ça existe toujours et je trouve ça très inquiétant, pardon, sincèrement. Et ce, malgré toute la communication qu'on fait en ce moment que les entreprises, font, vraiment sur ces questions-là. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un décalage du coup entre l'effort en termes de communication et l'effort vraiment sur le terrain. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un décalage, Oui, 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 parce que, bah, finalement, la communication, j'ai envie de dire, c'est facile parce que, Mmh. je dirais même que les entreprises, ils sont obligés. Il y a un moment où en fait, il y a des attendus de la part Oui. d'une équipe et ils se disent à mon avis, il y a un moment, voilà, on va faire un peu notre communication interne et peut-être même un petit peu pour laver leur conscience et se dire, «On a fait quelque chose, on a fait notre devoir». Et comme ça, s'il se passe quoi que ce soit, bah, c'est un petit peu pour se couvrir, pour dire: «Bah, oui, bah, nous, en même temps, on peut pas être partout, on peut pas tout savoir». On a adhéré à une charte ou, Voilà, c'est ça, on a fait un cadre où on a dit ce qu'il fallait faire et pas faire, maintenant, voilà. Mais c'est pas du tout suffisant. Vous voyez, moi, je vais vraiment faire le parallèle avec le droit à la déconnexion parce que ça me paraît hyper important. La charte au droit à la déconnexion, elle est obligatoire par la loi. Toutes les entreprises sont obligées d'en faire une à partir, du moment où, il y a voilà, une entreprise existante. Donc c'est une chose de faire cette charte et de dire: «Voilà, il faut, vous déconnecter, passer, une certaine heure, de tous vos outils de travail, de Slack et cetera». Voilà, de faire vraiment une liste, de tout ce qu'il faut faire pour son confort mental, de son bien-être, pour son bien-être et pour, ne pas être pollué, par son travail en permanence. Mais derrière, si c'est pour créer un groupe WhatsApp d'entreprise où les gens sont sollicités H24 et ont des messages en permanence, si c'est pour que le patron, il appelle les employés le soir et cetera, mais qu'en fait, c'était juste histoire de dire: «J'ai fait une charte pour que les gens soient contents», mais ça sert à rien, en fait. Donc on en revient toujours à cette cohérence et à la véritable notion d'engagement. Est-ce que l'entreprise, elle fait ça parce qu'elle se sent obligée, parce que c'est la loi,
parce qu'il s'agit de la marque employeur et dans ce cas-là, on est dans le cadre de washing? Ou est-ce qu'il y a un véritable souci du bien-être des employés? Et c'est là où on en revient à ça, c'est entre tous les biais qu'il peut y avoir sur un CV, entre tous les biais qu'il peut y avoir dans le fait d'accorder une formation, de laisser passer des blagues sexistes, homophobes et cetera. Tous les biais liés à une personne humaine. Finalement, est-ce qu'on peut se permettre encore ça aujourd'hui dans le contexte du monde du travail où les gens recherchent ça, ils recherchent du bien-être. C'est ça qui doit être au centre des préoccupations d'un manager, d'un recruteur. Les gens recherchent ça, ils recherchent à être bien dans leur job et aujourd'hui, finalement, sincèrement, des retours que j'ai et de toutes les expériences minables que j'ai vécues, j'ai l'impression que, c'est pas du tout la priorité des managers, au global. C'est quelque chose qui est laissé dans le tiroir. Aujourd'hui, c'est chiffres, c'est productivité, c'est flicage, mais l'humain, il est mis au tiroir et il y a peut-être, en fait, toujours dans cette dynamique-là de mieux recruter ses managers, de mieux recruter ses recruteurs, un vrai travail de fond à faire pour prendre des gens qui s'intéressent vraiment aux gens, à leurs conditions de travail, à leur environnement, à leur ambiance, à leur santé mentale et pas juste: «Est-ce que tu as fait ton dossier pour 17 heures? Est-ce que les chiffres, ils sont bons? Est-ce que tu as rempli tes objectifs?» Et en fait, une réflexion plus long terme. Beaucoup de managers ne pensent qu'aux chiffres. Bah, ouais, mais si tes employés, ils sont pas heureux, ils les feront pas tes objectifs parce qu'ils seront préoccupés, parce qu'ils seront pas pleinement efficaces et ils seront pas à 100 de leur performance. Donc il faut un petit peu plus s'ouvrir aussi sur ça et malheureusement, je pense franchement aujourd'hui que beaucoup manquent de vision. Ouais. Beaucoup manquent de vision, Ouais. vraiment. Mais c'est sûr que ça doit venir, être impulsé vraiment par la direction aussi pour, que ça fasse partie de l'ADN de la culture d'entreprise, pour le mettre en place, et l'uniformiser partout. C'est sûr. Complètement. Vraiment s'intéresser aux gens. Je pense qu'être à l'écoute et s'intéresser aux gens, l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est en perdition dans le management et c'est ça la vraie cause du problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de managers qui sont dans la démagogie, dans «Je suis là pour vous, si vous avez un problème, ma porte est ouverte», mais finalement, vous allez les voir. Finalement, les collaborateurs se sentent pas forcément libres aussi d'aller vers le manager parce qu'ils sentent qu'il y a un décalage entre la communication, ce qui est dit et ce qui est réellement C'est ça. appliqué. Ouais. C'est Oui, sûr. oui, oui. Bon, on Oui, pourra oui, en en fait, parler encore pendant Mm. pendant 1 heure, je pense, de ce sujet. Il y a tellement Sujet de passionnant. ouais, de sujet passionnant, mais préconisations. voilà, je pense que ça serait bien de mettre une vraie disponibilité en place de la part des managers, une, Mm. une vraie, politique d'écoute et pas «Je suis là si vous avez besoin» assez hypocrite et Mmh. finalement, dans les faits, vous vous sentez pas épaulé, vous vous sentez pas soutenu et vous vous sentez pas écouté, quoi. Ouais, tout à fait. Super. Merci beaucoup, Dorit. Bah, voilà, je pense Je pense qu'on qu'on va a clore terminé, cette riche interview. Merci pour ces échanges, en tout cas, pour tous ces conseils et de toute façon, on va faire un petit article, Oui, un petit débrief. récap avec tous les chiffres, toutes les idées, donc ce sera à retrouver, juste en dessous de cette vidéo. Yes. Bah, merci beaucoup les filles, c'était vraiment un plaisir, un sujet vraiment passionnant, dont on pourrait parler, comme vous l'avez dit, pendant encore de nombreuses heures. Oui. Ouais. Beaucoup pour l'invite. Bah, merci à toi. Merci à toi. À très vite. À Salut. très vite.